Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de microservices avec Spring Boot. Dans un premier temps, je vous donnerai la définition de microservices et je vous parlerai également des applications dites monolithiques. Puis, on verra la différence entre les deux approches. Et pour finir, je vous présenterai mon application que j'ai écrite en microservice pour illustrer tout ça. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter dans un document tout ça. Donc le titre, comme le titre le dit, Spring Boot monolithique et microservices. Ça veut dire qu'on parlera des microservices bien sûr, et après on abordera les monolithiques, puis on verra la comparaison. Donc, c'est quoi une application microservice? Une application microservice est écrite en architecture microservice, ça c'est important. Et c'est une application qui est découpée en plusieurs microservices indépendants. Voilà. Donc on verra plus tard les avantages, les inconvénients. Donc l'objectif de la vidéo est là de comprendre les monolithiques, comprendre les microservices bien sûr, découvrir le Spring Cloud qui est un composant très important et analyser une architecture réelle en se basant sur l'application que j'ai écrite en microservice. Donc Spring Boot classique. Aujourd'hui, quand vous utilisez Spring Boot pour écrire votre application monolithique, vous avez forcément une seule application. C'est pour cela qu'on parle de mono, qui contient toutes les fonctionnalités, la gestion des utilisateurs, les tâches, l'authentification et la base de données qui est unique. Ça, c'est très important, la base de données unique, parce que contrairement aux applications microservices, chaque partie dans votre application microservice a sa propre base de données. Donc, il y a plusieurs bases de données pour une application en microservice. L'avantage du monolithique, c'est que il a un développement rapide. Quand vous voulez faire une application, vous voulez développer une application rapidement, vous pouvez opter pour cette architecture. Donc, elle est simple. Le débogage aussi est simple. Et le déploiement est unique puisque c'est une seule application. L'inconvénient, c'est que la scalabilité est limitée, c'est-à-dire que quand vous avez une demande de montée en charge, vous n'avez pas trop de marge de manœuvre, donc la scalabilité est limitée. Le couplage entre les fonctionnalités métiers et logique sont forts. Et puis nous avons la maintenance qui est difficile parce que même si vous avez un petit souci, un petit problème à corriger, il faut revoir le tout quand même puisque c'est une seule application et c'est un bloc en fait. Alors aujourd'hui on parle des microservices. Pourquoi les microservices? Par rapport aux inconvénients qu'on a identifiés, l'architecture microservice apporte une solution. Donc on va au cours de votre développement écrire plusieurs services, plusieurs microservices et voilà, chaque partie sera indépendante. Le déploiement aussi sera indépendant et la scalabilité sera aussi indépendant parce que ce sera lié à un service, à un des services. Donc, je vais vous présenter, comme j'ai dit, une application que j'ai écrite en microservice qui s'appelle Task Manager. Donc, voilà, l'architecture est là. Il y a le client qui est le front qui va accéder à l'API Gateway, qui est une composante de Spring Boot. Et vous avez les différents services de mon application, à savoir le user, le task service et l'authentification service, qui va s'appuyer sur Eureka Service. Eureka, bon, je vous donnerai l'explication aussi, qui est un composant qui va enregistrer tous les microservices pour pouvoir les identifier dynamiquement. Et puis vous avez une composante importante, enfin une des parties donc de mon architecture, qui est la configuration du serveur, qui permet de configurer chaque microservice que vous utilisez dans votre application. Donc du coup, regardons un peu.
l'API Gateway, qui est un composant qui est utilisé pour définir une entrée unique. C'est-à-dire que quand vous avez beaucoup de microservices dans votre application, comme cela arrive souvent, il vaut mieux les regrouper dans une composante qui s'appelle Gateway pour avoir une entrée unique. Comme ça, le client, lui, va s'interroger seulement au Gateway plutôt que d'aller chercher de façon complexe à quel microservice s'adresser. Donc au sein de Gateway, il y a le routage pour pouvoir identifier le microservice en question. C'est un mécanisme qui est sécurisé. S'il y a un problème, on va pas résoudre que le problème du microservice, mais on résout simplement un problème lié au gateway. Et ça permet d'avoir un accès centralisé. Et le cas Discovery, un peu comme API, il est complémentaire dans le traitement des microservices, en ce sens qu'il va enregistrer tous les services. Donc, quand vous avez une requête, en fait, c'est le requête Discovery qui va découvrir quel service qu'il faut évoquer. Donc, la tolérance au changement, quand vous avez une modification, il faut le requête Discovery va faire en sorte que ça soit transparent en fait pour l'utilisation de ce service. Le Spring Cloud est une composante qui complète Spring Boot. Je l'avais dit, ça fait partie intégrante donc de Spring Boot, de Spring Cloud, pour pouvoir utiliser à bon escient les fonctionnalités suivantes. La découverte de services avec Eureka. Le Spring Cloud fournit des fonctionnalités pour gérer ça. Également, il intervient sur la gestion de l'API Gateway. Et également, le microcloud est utilisé pour la configuration de votre microservice. Alors, la communication entre les services, il y a deux sortes de communication. Il y a la communication entre les services au sein de votre application. Donc, il y a des méthodes qui sont utilisées pour, et il y a la communication entre les services de votre application et un système externe. Donc, il y a d'autres types de communication plus adaptés. Donc, aujourd'hui, on retiendra REST Template, Web Client et OpenFine. Dans l'avenir, on pourra consacrer une vidéo. Je ferai une vidéo pour la communication entre les services. Et donc du coup, on a le tableau comparatif des applications monolithiques et des applications microservices. La différence entre les deux architectures, c'est que le monolithique paraît simple pour le développement, voilà. Et puis le microservice, l'architecture microservice est scalable et flexible. Donc selon les critères, vous avez le choix à faire. Si vous voulez faire un développement rapide, vous pouvez opter pour le monolithique. Et quand c'est une application qui s'annonce complexe, il est souhaitable d'opter pour l'architecture microservice. Le déploiement pour le monolithique, il est unique puisque c'est une seule application, tandis qu'il est multiple pour le microservice parce que chaque microservice est déployé indépendamment. On va le voir à travers mon application. La scalabilité, elle est limitée pour le monolithique alors que c'est très élevé pour le microservice. La maintenance est difficile pour le monolithique puisque c'est un seul bloc, donc il y a il y a un petit souci donc qu'il faut corriger, il faut revoir le tout quand même, et c'est plus simple pour le microservice. La résilience elle est faible pour le monolithique, meilleure pour le microservice. Et enfin la complexité technique, bien qu'on dit que c'est faible pour le monolithique, mais ça dépend. Et puis, ce qui est sûr, c'est plus élevé pour le microservice parce que on met en place des composants qui sont quand même complexes, donc la complexité est élevée. La présentation de mon application qui s'appelle Task Manager, et voilà, donc c'est une application qui est développée en Spring Boot, en Spring Cloud aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure.
avec le front-end qui est décrit en Angular et TypeScript, et la base de données est H2. Donc la base H2 est une base qui se crée rapidement, qui est créée pendant le démarrage de votre application. Donc c'est pour faire vite, pour écrire vite, faire une application sans grandes conséquences au niveau de la base de données. Donc pour le lancer, l'URL de lancement est le http localhost 8081 h2 console. Voilà, je vous montrerai tout ça pendant la démo. Et donc, voici la présentation de la structure de mon application dans IntelliJ. Je vais vous le montrer tout à l'heure. D'ores et déjà, vous pouvez voir les différents API. Il y a l'API Gateway, il y a le microservice authentification service, il y a le task service qui permet de gérer les tâches proprement dit, mais on reviendra là-dessus dans IntelliJ. Donc du coup, il y a une classe qui est importante, donc je vais en parler ici, qui s'appelle Security Config, qui permet de faire la configuration de votre web service, qui a deux méthodes essentielles. Donc Security Filter Chain, qui est là, qui permet de définir l'ensemble des règles de la configuration, on va le voir tout à l'heure, et il y a la deuxième méthode qui s'appelle Core Configuration Source, qui définit l'ensemble de la configuration de votre microservice. Puis, on arrivera à une vraie démo, puisque le front est défini et écrit en Angular, mais l'URL de lancement de l'Angular, il est là, c'est sur le port 4200. Et une fois que vous lancez l'application, vous arrivez sur le premier écran qui va évoquer notre premier microservice d'authentification. Et puis, quand la connexion se passe bien, vous arrivez sur le deuxième écran qui va évoquer le microservice de gestion des tâches. Donc, on peut rajouter une tâche, on peut terminer une tâche, supprimer une tâche. Et après, on peut demander la déconnexion. Donc, pour résumer tout ça en gros aujourd'hui, l'architecture microservice est très demandée, c'est même à la mode, mais pour y arriver, il faut maîtriser Spring Boot et Spring Cloud. Donc, ce sont des parties essentielles de Spring qu'il faut maîtriser aujourd'hui et pour pouvoir utiliser de façon simple, je dirais, une architecture microservice. Maintenant, on va pouvoir regarder directement notre application dans IntelliJ. Donc, comme vous pouvez le voir, l'application s'appelle Task Manager Microservice avec les différents services. Il y a l'API Gateway, authentification service et le task service. Donc, on commence par le premier. API Gateway, comme je l'ai dit, permet de définir l'entrée unique de tous les web services de votre application. Donc, au niveau de la classe Java, il n'y a pas grand-chose. Il y a bien sûr la classe principale qui permet de lancer ce microservice, comme pour tous les autres web services qu'on verra tout à l'heure. Mais comme je l'ai dit, ce web service regroupe, il permet au moins de définir l'entrée commune de tous les web services. Donc, dans son fichier de configuration, dans son fichier application.yml, on définit tous les web services avec leur ID, leur URL et les ports réservés. Donc, chaque microservice a son port. Donc, pour l'authentification, c'est 8081. Pour la gestion des tâches, c'est le 8082. Et on définit tout ça. On définit tous ces microservices dans le fichier application YAML, donc de Gateway. Et il y a aussi d'autres paramètres. Par exemple, là, ce sont les différentes méthodes utilisées à travers l'URL là, qui permet donc de définir la partie Gateway. Ensuite, nous avons le deuxième microservice qui s'appelle Authentification Service.
qui contient un certain nombre de classes Java, bien sûr. Donc, je vais commencer par celle que je vous ai montré tout à l'heure, la security config, qui permet de configurer, en fait, ou bien définir la configuration de votre microservice. Et vous verrez d'abord la méthode security filter chain. Cette méthode security filter chain définit l'ensemble des règles de la configuration. On voit par exemple l'activation du composant qui s'appelle core et la désactivation de CRRF. Ça, ce sont des composants de sécurité. Si vous voulez, on consacrera une vidéo pour ça plus tard. Donc, on définit la méthode stateless donc de la session pour ne pas garder les données parce qu'il s'agit quand même des données confidentielles. On ne peut pas les garder comme ça en session. Et dans cette méthode, on définit l'URL qui permet, en tout cas on donne l'autorisation d'utiliser l'URL là à l'utilisateur pour pouvoir accéder à la base de données. Et donc cette méthode permet d'utiliser d'appeler la deuxième qui est le core configuration source qui définit elle l'ensemble des règles des règles ou bien des méthodes qui seront utilisées par la méthode d'authentification. Donc on trouve la méthode get, post, put, etc. qui sont les verbes ou bien les méthodes classiques d'une API REST. Donc voilà, il ne faut pas oublier que les microservices sont essentiellement des API. Donc ils ont une URL qui permet donc d'appeler les différentes fonctionnalités. Donc voilà pour cette classe qui définit la sécurité de la configuration, surtout de votre sécurité. Il y a une deuxième classe qui s'appelle authentification contrôleur. Donc, comme vous le savez, un contrôleur, c'est avant tout une classe qui permet d'exposer les différentes fonctionnalités. Donc, les fonctionnalités là, qui sont celles qui sont utilisées à travers votre microservice. Donc, en haut de la classe, on définit le début de l'URL. Ici, il s'agit de l'API hôte qui sera complété par le nom ou bien l'URL complémentaire de la méthode à appeler. Donc, du coup, quand l'utilisateur va, ou bien quand le front va appeler le login, c'est à travers cette URL qui sera API hôte / login et pour pouvoir faire l'authentification donc de la personne qui demande à se connecter. Donc en gros, à l'intérieur de la méthode de login, on récupère le user et puis à travers les fonctionnalités donc d'authentification qui est utilisée ici, on le passe à la méthode de génération de token et donc on récupère un token qui lui sera envoyé au front qui le stockera de son côté pour pouvoir identifier à chaque requête si la personne est autorisée ou pas. Donc du coup ça marche comme ça. On verra dans une prochaine vidéo comment marche l'Angular par rapport aux appels des microservices, par rapport aux appels des API. Donc en gros voilà les classes essentielles. Sinon, vous avez d'autres classes telles que le login request et le login response pour pouvoir exécuter la requête. Vous avez l'entity user qui est très simple. Il y a l'ID, le name, le password et le rôle. Mais essentiellement, ces deux-là sont utilisés lors de l'authentification. Et nous avons le repository qui est une interface fournie par Spring Boot pour pouvoir accéder et manier les données de la base les données de la base. Vous avez la sécurité token service. Comme je l'ai dit, il y a génération d'un token qui sera stocké au niveau du front plutôt pour pouvoir à chaque demande de requête au moins contrôler s'il s'agit de la bonne personne. Voilà. Donc nous avons là le détail de notre deuxième microservice et enfin nous avons le microservice task service qui à l'image de l'authentification service
a plus ou moins les mêmes classes. Donc il y a essentiellement la classe Security Config qui contient les deux méthodes, à savoir donc la Security Filter Chain qui définit en fait les règles donc de la configuration, et ici vous avez le détail de la configuration, à savoir les méthodes ou les verbes qui pourront être utilisés avec les services de gestion des tâches. Donc il y a notamment le get pour lire les tâches, il y a les posts pour pouvoir créer, il y a le put pour modifier une tâche, delete et option. Donc là, c'est à peu près proche de la security config de l'authentification service. Nous avons la classe task controller, qui est un contrôleur qui va exposer les différentes fonctionnalités donc du microservice de gestion de tâches. Donc au début, au niveau de la classe, on définit le début donc de l'URL de chaque fonctionnalité de ce microservice là, et il suffit de le concaténer avec le l'URL complémentaire de chaque fonction pour pouvoir appeler la fonctionnalité concrètement. Donc ici, c'est aussi classique, on définit toutes les méthodes, à savoir la création, la modification, la suppression, toutes les méthodes qui vont être utilisées à travers le microservice de gestion des tâches. Bon voilà, j'espère que c'est clair, il n'y a pas des choses extraordinaires. Donc ici, on verra la gestion donc de notre d'une classe qui s'appelle Task Request, qui permet d'appeler en fait la ouais, qui est défini, qui est le TDO lié donc à notre entity donc de task, et task il est composé d'un titre, d'une description et d'un booléen pour voir si la tâche elle est complète ou pas. Bon, cette gestion de tâche elle n'a rien d'extraordinaire au niveau fonctionnalité. Il s'agit d'une tâche qu'une personne aura à faire au cours d'une journée ou d'une entreprise, pourquoi pas. Et nous avons aussi l'interface repository qui permet d'accéder et de manier les données de la base. Et cette base, je le rappelle, elle est définie en H2, qui est une base très simple, un peu particulière, qui est créée au démarrage de votre application. Et enfin, nous avons la classe principale qui permet de démarrer ce web service. Et comme je l'ai dit, au niveau de chaque web service, il y a toujours une classe principale qui contient la méthode mail et qui permet de lancer le web service, le microservice, excusez-moi, le microservice et pas le web service en fonction, donc, bon, indépendamment des autres microservices. Donc, voilà. D'après ce que je vous ai montré, je pense qu'on a fait le tour. Sur le document, nous avons cette architecture-là. Donc, le client, on avait dit que c'est un Angular qui permet d'appeler le web service, le microservice gateway, qui lui contient toutes les définitions ou bien toutes les informations des microservices, et que chaque microservice est enregistré au niveau de record. Et bien sûr, il y a le composant config server qu'on a vu également, qui permet de configurer chaque microservice de l'application. Donc voilà, on va passer à la démonstration de notre appli. Pour ça, il faut lancer individuellement chaque microservice. Ouais, donc c'est ça qui est important, c'est-à-dire que chaque microservice est indépendant, il peut être lancé, arrêté indépendamment. Donc voilà, on y va. Pour l'API Gateway, ensuite on va lancer le microservice authentification.
Voilà. Donc, dans IntelliView, on peut voir en même temps les services qui sont lancés là. Et enfin, on va lancer le task service. Donc, voilà la classe principale qui permet de lancer. C'est comme si le task service. Là, j'ai pas encore task service, notification service. C'est pas vrai, plutôt celui-là qui était lancé. Donc, toujours est-il que on a maintenant les trois services qui sont lancés, authentification, d'abord l'API Gateway, l'authentification 1, le task service qui sont des microservices démarrés pour notre application. On va ensuite lancer le front en Angular. Voilà, c'est aller vite. Et donc, on va prendre l'URL là pour lancer au niveau de notre navigateur. Du coup, je sais pas pourquoi il a ressorti. Donc là, on relance, réaliser, et on a notre application. Donc on arrive sur l'interface de connexion de l'utilisateur, et notamment c'est le premier, enfin, en fait c'est pas le premier, mais c'est l'autre, le microservice d'authentification. Même sur la conception, vous le voyez en deuxième. Normalement, c'est lui qui est appelé en entrée. Et le mot de passe est password. Vous pouvez le changer hein, puisque la base elle est créée automatiquement. Donc, le service, je vais vous remontrer. Le service d'authentification est appelé à travers API Gateway, bien sûr. Et l'authentification permet ensuite d'arriver sur l'écran donc de gestion des tâches. Et pour la gestion des tâches, évidemment, ce sont les fonctionnalités de gestion de tâches, la création, la modification, la suppression qui seront utilisées et définies dans ce microservice qui seront utilisés. Et bien sûr, le tout passera toujours par Eureka. Donc, on va créer une task, on va l'appeler task présentation, par exemple. Hein. Donc, on dit détail, microservices avec S. Après, on va créer un autre task démo, par exemple. Démonstration, task manager. Pourquoi pas? Donc, du coup, on peut terminer une tâche, on peut la supprimer aussi. Et en fin de compte, bon, je sais pas pourquoi il a pas nettoyé ça. Et en fin de compte, on peut dire, voilà, on peut créer une tâche qui s'appelle fin, une tâche de fin, et on va l'appeler poser vos questions, juste pour dire que c'est fini, quoi. Donc, voilà une application écrite en microservice, comme je l'ai dit, en utilisant les différentes composantes de Spring Boot avec Spring Cloud, bien sûr,
pour réaliser la tâche de gestion de vos activités, par exemple. Donc voilà, on est arrivé à la fin de cette présentation qui, bon, je vous le dis, hein, qui parle à la fin à la fois de monolithique et de microservices. Ben, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez liker et abonnez-vous pour une prochaine vidéo. Merci.